L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Samia. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Samia. Nous sommes toujours avec Samia pour ce deuxième épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez d'ailleurs écouter le premier épisode consacré au 10 et au TDAH. Et pour ce deuxième épisode, nous allons parler des hyper. Je vous rappelle que Samia, notre invitée, est enseignante de formation. Elle est spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des hyper, et c'est le sujet de ton livre. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, merci. Alors, en effet, je suis spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux, comme par exemple les troubles 10, TDAH, entre autres. Et là, nous allons parler des cerveaux hyper qui ne font pas partie, alors justement, des troubles neurodéveloppementaux, donc qui ne sont pas considérés comme un handicap, mais qui parfois, on va le voir, peuvent être quand même très handicapants. Et donc tu as écrit un livre qui s'appelle Trop, qu'on aime beaucoup, journal intime d'une petite fille hypersensible. Et donc ça parle justement de ces fameux hyper, ce livre. Oui, alors notamment de l'hypersensibilité, puisque dans les cerveaux hyper, donc il y a l'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel. Ce livre, c'est vraiment plus sur l'hypersensibilité. Je l'avais écrit en fait à la base parce qu'il y avait beaucoup de personnes, je me suis rendu compte, qui, en accompagnant donc des parents, qui ne connaissaient pas l'hypersensibilité, qui ne savaient pas trop ce que c'était et qui ne comprenaient pas leur enfant. Et en fait, je m'étais dit que la meilleure façon finalement de sensibiliser à l'hypersensibilité, c'était notamment d'écrire un livre, alors à la base pour les enfants, mais aussi que toutes les personnes puissent lire, concernées ou pas, déjà pour comprendre un peu mieux ce que c'était l'hypersensibilité, pour être plus aussi dans la bienveillance, dans la compréhension, et pour ces enfants d'être rassurés aussi, voir qu'ils ne sont pas tout seuls, voir que ce qu'ils ressentent c'est tout à fait normal, mais juste il faut le comprendre et ça permet aussi de l'apprivoiser. Alors, ce livre-là, par contre, ne donne pas de solution pour l'hypersensibilité, c'est juste un point de départ. C'est-à-dire que comme je voulais aussi que tous les enfants puissent le lire, notamment les enfants 10, TDAH, donc avec les troubles de l'attention, je voulais qu'il soit très très court. Et je voulais qu'il soit mis en page aussi donc pour ces enfants. Donc il est très court, il va aller droit au but en disant voilà ce que ressent un enfant hypersensible via Lily, qui raconte donc son petit quotidien d'enfant hypersensible. Mais voilà, il va pas y avoir de solution derrière, c'est simplement déjà pour se sentir bien. Et c'est pour ça qu'il est aussi paru donc en version braille. Pour les enfants aveugles et je suis très heureuse puisque maintenant donc il est référencé par l'Académie d'Amiens pour tout ce qui est gestion des émotions et par l'Observatoire de la sensibilité que je remercie bravo. qu'il a mis comme ouvrage de référence, donc très heureuse. Alors c'est vrai que c'est assez récent, je pense, ce terme d'hypersensible. Comment repère-t-on dès la petite enfance cette hypersensibilité chez les enfants ? Alors en fait, ça peut se repérer très facilement. C'est-à-dire que déjà bébé, c'est ce qu'on appelle les babys, les bébés aux besoins intenses, ça va être des bébés qui vont être un peu différents des autres. Différents pourquoi ? Déjà parce qu'ils vont pleurer beaucoup. C'est des enfants qui vont pleurer plusieurs heures sans pouvoir se calmer. Et là où un enfant ou un bébé va pleurer, lui, ça va être un peu la sirène d'alarme. Ça va être très très compliqué. Pareil pour la séparation. Il va pas supporter la séparation, donc il va beaucoup pleurer. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup des sortes de portages, par exemple, pour le rassurer. C'est des bébés, puis des enfants et même des adultes qui seront toujours dans l'hyperstimulation. Tout est stimulation pour eux, donc forcément, ça fait aussi grandir l'angoisse, il y a un sentiment d'anxiété. Ils vont tout scruter, ils vont tout analyser. Donc, ça va être des enfants qu'il va falloir rassurer, qu'il va falloir vraiment porter, mais alors attention, quand je dis porter, c'est pas on met un bunker autour d'eux, c'est on est un filet de sécurité et on les laisse aussi explorer. Parce que plus on va les surprotéger, alors qu'on va avoir l'impression justement qu'il faut les surprotéger parce que ils vont être très sensibles, mais en fait, moins ils prendront de risques aussi et il faut leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, on les laisse faire, mais on est un filet de sécurité pour les rassurer, leur dire ne t'inquiète pas, je suis là. Et on peut leur proposer des soins particuliers ? Il y a des spécialistes qui peuvent t'aider ? Alors,
Quand ils sont petits, de toute façon, déjà, il faut les laisser explorer, il faut leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Un enfant qui se sent de toute façon en confiance va explorer forcément beaucoup plus facilement. Donc, il va se développer aussi comme ça, développer la confiance en soi, l'estime de soi. Rien que ça, déjà, ça marche très bien. Il va aussi falloir lui expliquer ce qu'il ressent. Parce que l'hypersensibilité, c'est pas juste les émotions qui sont décuplées. Ça peut être aussi sensoriel, par exemple. On a au niveau de l'ouïe, cette hyperacousie, des enfants qui, pourtant, un bruit égal, le bruit sera pas forcément peut-être fort pour d'autres, mais pour eux, ils vont le ressentir puissance 10. Le goût, c'est pareil. Ça va être pour le toucher. Ils vont pas supporter certains vêtements. Ils vont pas supporter les matières qui sont trop rigides. Ça va leur faire de l'urticaire. En fait, il faut se rendre compte que pour eux, tout est décuplé au niveau des sensations et au niveau des émotions. Donc, ce n'est pas du tout qu'ils le font exprès, ni pour embêter, ni parce que, comme on entend parfois, malheureusement, ce sont des chochottes ou des pleurnicheurs. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils sont tout le temps dans l'hyperstimulation et qu'ils ont un seuil d'activation au niveau de leur cerveau qui, finalement, leur permet une perception très, très fine des choses et donc décuplée. Et c'est ce qui va poser problème si on n'est pas justement conscient de tout ça et si on n'arrive pas à se recentrer et être conscient donc de ses besoins et être à l'écoute de ses besoins et de ses émotions. Donc l'hypersensibilité, finalement, ça touche tous les sens ? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que certains vont être peut-être justement plus dans le tactile, certains plus dans l'ouïe ou la vue, les lumières qui vont être absolument insupportables. Mais parfois, on peut être juste dans l'hypersensibilité émotionnelle, mais pas du tout sensorielle. En fait, ça peut être aussi comme un spectre, c'est-à-dire que chacun, avec sa façon d'être et j'allais dire son corps, ressent les choses différemment. Il y a différents degrés d'hypersensibilité aussi. Samia, tu as parlé de la toute petite enfance, mais quand l'enfant arrive à l'école, quel repérage, et si ce n'a pas encore été fait avant, et quel aménagement ? Alors déjà, un enfant qui arrive à l'école, qui a beaucoup de mal à se séparer de ses parents le matin, qui va pleurer, qui va crier, qui va s'accrocher, ça déjà, ça peut être révélateur. Parce que cette angoisse de séparation, vraiment, c'est typique. Après, on voit souvent l'enfant qui est aussi un peu dans l'anxiété ou qui va pas supporter justement trop le bruit ou qui dans ses interactions sociales va avoir peut-être un peu plus de difficultés, notamment en étant plus grand. Parce que par exemple, l'amitié, pour eux, l'amour, ils sont tellement entiers qu'ils vont pas comprendre que par exemple, je joue avec tel enfant et puis cet enfant va jouer avec un autre. Oui, mais non, t'es mon ami. Enfin, on doit être tout le temps ensemble. Et moi, je te donne tout. Pourquoi toi, tu ne me donnes pas tout ? En fait, voilà, c'est vraiment différents curseurs au niveau de ces notions-là. Tout comme pour l'amour, où ça va être à 200%, même 2000%, c'est on aime de tout son cœur. C'est vraiment... Et pour le bruit, alors je peux peut-être lire un petit extrait du livre, justement, pour montrer ce que peut ressentir, justement, cet enfant hypersensible lorsqu'il rentre à l'école. On t'écoute. Le chapitre qui s'appelle « Le bruit ». L'entrée à l'école a été une grande étape pour moi. Maman m'a dit que j'avais hâte d'y aller, que je voulais me faire plein de copains, mais j'ai très vite déchanté. Sans que je m'y attende, j'ai été confrontée à ce qui allait devenir mon pire ennemi, le bruit. Je savais que j'avais toujours préféré les endroits assez calmes et tranquilles, mais là, c'est devenu une certitude. Le pire, c'est le moment de la cantine. Il y a tellement de bruit que je n'arrive même pas à manger. J'ai mal aux oreilles. J'ai des vertiges, je n'ai qu'une seule envie, c'est de m'enfuir et de me cacher dans un endroit isolé, loin de tout ce bruit. J'angoisse et je n'arrive plus à penser. On me demande de manger, mais ce n'est pas possible. J'ai la sensation que tous ces sons qui viennent de partout m'agressent et me paralysent. Parfois ça agace les adultes, ils me disent de ne pas faire mon bébé, qu'il y a beaucoup d'enfants à la cantine et que c'est normal qu'il y ait du bruit. Ils me disent, tu vois, ils arrivent bien à manger les autres. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, je ne suis pas comme les autres. Je ressens tout de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Alors non, je ne peux pas manger, même si les autres le font. Je voudrais tellement qu'ils s'en rendent compte. Alors oui, je trouve que ça illustre vraiment effectivement ce que peut ressentir un enfant trop sensible au bruit. Et justement,
effectivement, j'ai déjà entendu ce type de réaction des adultes, comme tu viens de nous le lire là, concernant Lily, l'héroïne de ton livre. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller justement aux adultes, aux parents, aux enseignants qui constatent donc une hypersensibilité, qu'elle soit au bruit ou autre chose, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en classe? Alors, déjà, le comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas exagéré. L'enfant n'y arrive pas et ça peut même le bloquer parce que il est tellement dans cette hyperstimulation qu'il va se concentrer que sur ça pour se protéger finalement et ne va plus réussir à se concentrer sur les apprentissages. Donc, des choses toutes bêtes comme l'isoler ou lui mettre un casque anti-bruit pour qu'il n'entende plus tout ça et qu'il puisse se mettre dans sa petite bulle, un petit écran, pareil, ça peut, voilà, un petit écran pour barrer la vue, qu'il puisse être vraiment, voilà, dans sa bulle, se concentrer et être coupé de toutes ces stimulations. Ça pourrait être déjà pas mal. Par ailleurs, il faut aussi expliquer le trouble aux autres, enfin, pas le trouble d'ailleurs, puisque ce n'est pas un handicap, mais cette difficulté qu'ils ont aux autres enfants, parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, rien que le fait d'expliquer, d'être dans l'empathie, de leur montrer, bon bah voilà, quand tu lui parles comme ça lui fait de la peine, parce que ça, voilà, elle est pas comme ça. Pour elle, c'est méchant, ça lui fait mal, et ça lui fait profondément mal, alors que toi, tu disais pas ça pour faire du mal. Mais il faut comprendre aussi cette différence de curseur sur qu'est-ce qui fait mal. Si on se rend compte que notre enfant est peut-être hypersensible, qui va-t-on voir? Puisque tu dis que oui, c'est pas un trouble, c'est pas un handicap, mais alors vers quel spécialiste se tourne-t-on? Alors, certains auront peut-être besoin d'aller voir aussi un psychologue pour décharger un petit peu de tout ce qu'ils ressentent. Après, il y a d'autres thérapies, on va dire, qui peuvent aider, tout ce qui est aussi sophrologie. En fait, il faut apprendre aussi déjà à gérer ses émotions et surtout pas à les contrôler, mais vraiment à agir par rapport à l'émotion. Et la respiration, le yoga, tout ce qui va pouvoir les calmer, qui va pouvoir permettre en fait finalement, alors on va dire d'activer ce fameux système parasympathique, c'est-à-dire le système de la détente, parce qu'ils ont leur alarme de stress en fait qui est en permanence enclenchée. Il n'y a jamais de moment de détente. Pour une personne lambda, il y a des pics de stress avec l'adrénaline, cortisol, tout ça, ça redescend, après ça remonte, c'est normal, en fonction des stimulations. Eux, ils sont en hyperstimulation tout le temps, tout le temps. Cette anxiété, elle est chronique. Donc, il va falloir faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pour mettre en place des choses pour faire diminuer cette anxiété. Mais est-ce qu'on peut faire l'analogie, je pense à ça, avec les allergies? Parce que pour moi, ça fait écho au fait que, justement, quand on est allergique, on a des réactions très très fortes, et surtout chez l'enfant, les réactions allergiques sont très très fortes. Et donc, bon, là, on parle plutôt de désensibiliser l'enfant aux allergies, et parfois, justement, après, de réintroduire petit à petit l'allergène. Est-ce que c'est un peu pareil avec ces stimuli, effectivement, qui sont trop forts chez les hypersensibles, si je comprends bien? Est-ce que, parce que j'ai aussi entendu dire, parce que je pensais justement au casque anti-bruit, je crois que c'était un médecin psychiatre lors d'une réunion pour un enfant qui disait oui, mais bon, le casque anti-bruit, si on le met trop souvent, l'enfant va être systématiquement coupé des autres et il faut quand même de temps en temps réintroduire le bruit finalement. Est-ce qu'il faut faire ça? Oui, alors il faut pas le couper du bruit tout le temps. Comme on disait, c'est pas un bunker. C'est vraiment, oui, on prend en compte le fait que ça le met en souffrance, mais attention, plus finalement il sera coupé, moins il tolérera le bruit non plus. Et c'est pas du tout le but. Donc l'idée c'est, lorsqu'il y a des apprentissages, lorsqu'il est dans une situation, voilà, là c'est vraiment trop. On peut lui mettre, mais on le maintient quand même dans un minimum aussi, parce que c'est comme si un enfant qui habite par exemple en ville, il finit par s'habituer malgré tout au bruit de la ville, même si c'est fort. On le met à la campagne, il pourra plus réhabiter en ville, parce qu'il se sera tellement habitué au calme que, en fait, le bruit de la ville lui aura paru décuplé alors qu'il s'était progressivement habitué. Alors, je dis pas qu'il faut forcer. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas couper totalement. Parce que ça fait partie aussi de la gestion de cette hypersensibilité. En tant que parent, ça me paraît difficile parce que là, il n'y a aucune légitimité. Quand on va voir un professeur, qu'est-ce qu'on peut lui dire? J'ai remarqué que mon enfant est hypersensible. Il n'y a pas de... Alors, faut savoir que ces enfants, même les enseignants d'habitude les remarquent parce qu'ils sont extrêmement empathiques. Ils sont toujours dans la gentillesse, ils veulent toujours aider les autres. C'est vraiment l'enfant gentil, mais dans toute sa splendeur. Il va être aussi très émotif. C'est un enfant à l'école qui va quand même pleurer assez facilement. Donc tout ça, c'est des signes qui ne trompent pas. D'habitude, il est aussi très dans l'affectif.
Donc on voit qu'il n'est pas du tout dans l'opposition par rapport à son enseignant. C'est un enfant qui veut bien faire, qui au contraire donne tout pour les autres, quitte à lui justement encore prendre sur lui. Et ça, ce sont autant de signes qui vont faire que déjà l'enseignant peut voir que oui, il y a quelque chose. Après, il faut parler avec l'enfant. Et surtout, comme on disait, ces enfants-là qui ont une tendance à être très anxieux, surtout pas leur mettre la pression. Parce que naturellement, du fait de leur hypersensibilité, ce sont des enfants qui sont quand même perfectionnistes, qui veulent très bien faire, qui vont essayer de très bien travailler, rien que pour faire plaisir à l'enseignant. Et puis même pour eux, l'échec, c'est très compliqué à supporter. Donc voilà, quand on voit qu'un enfant est comme ça, en difficulté, plus on va lui mettre en plus la pression, plus lui, ça va le bloquer, parce qu'en fait, son cerveau va bugger face à tant de pression et de peur, et il va plus réussir à raisonner et à entrer dans les apprentissages. Mais est-ce qu'on peut justement, pour rebondir sur ce que disait Élise, le fameux PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, en tant que parent, est-ce qu'on peut en faire la demande si on sent que son enfant est hypersensible, effectivement qu'il n'y a peut-être pas trop de reconnaissance, on va dire, de cette hypersensibilité à l'école? Est-ce qu'on peut se permettre de faire cette demande auprès de l'école de son enfant? Oui, alors moi personnellement, je pense que pour tout ce qui est de l'hypersensibilité, étant donné qu'il y a quand même des choses extrêmement faciles à mettre en place et comme on disait, qui peuvent aller à tous les élèves, je dirais que mettre à disposition dans la classe déjà un casque anti-bruit, ce fameux écran, enfin voilà, ce genre de choses, éloigner simplement l'élève peut-être soit des lumières trop fortes ou de tout ce qui est en fait hyperstimulation, déjà rien que ça lui permet de se concentrer et d'être sur les apprentissages. D'accord. L'éloigner des enfants qui sont plus perturbateurs parce que le conflit pour lui c'est très compliqué, tout ce qui est violence. Donc vraiment, voilà, rien que lui faire un petit cocon d'apprentissage, ça peut être pas mal. Encore une fois, on ne le coupe pas de tout, mais rien que de mettre en place des choses comme ça change la vie. Et puis ce casque anti-bruit, si c'est pas cet enfant qui le prend, ce sera peut-être l'enfant TDAH, comme on l'avait dit, qui lui aura aussi besoin de se concentrer. Enfin voilà, c'est des choses qui devraient devenir naturelles dans les classes, justement, pour... Oui, il faudrait toujours avoir des espèces d'aménagements systématiques dans chaque classe finalement, parce que ça permet aussi à d'autres enfants qui ne sont peut-être pas hypersensibles de pouvoir en bénéficier à des moments où ils ont besoin eux aussi de pouvoir s'exclure un peu du reste du groupe. Oui, justement, quand on parlait la dernière fois de la classe flexible, c'est vraiment aussi aménager des endroits propices pour les apprentissages, c'est-à-dire que tout est mis en place pour que tous les élèves, quels que soient leurs besoins, autre en fait. Chaque élève, finalement, puisse trouver un endroit, une position, une façon d'être qui puisse lui faire se sentir bien dans la classe et le faire entrer dans les apprentissages de façon extrêmement naturelle et en autonomie. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est le but, finalement. Les élèves, on doit les rendre autonomes, on doit leur permettre d'entrer dans les apprentissages, mais eux, ils savent ce qui marche pas avec eux, comment ils se sentent plus à l'aise. Il faut leur faire confiance aussi avec ça. Donc leur donner cette plus grande liberté, cette plus grande autonomie pour gérer aussi leurs besoins, ça permet aussi de non seulement les faire progresser dans les apprentissages, mais aussi la plupart du temps de réduire tout ce qui est problème de comportement, parce qu'on leur fait confiance et ils sont autonomes par rapport à la gestion de eux, j'en suis où là et de quoi j'ai besoin maintenant. Tu parlais d'aménagement de la classe, donc avec la classe flexible. Et est-ce que faire classe dehors pour des enfants hypersensibles, ça a un intérêt ? Alors, les enfants hypersensibles sont extrêmement sensibles justement à la nature. D'habitude, ça les apaise, ça les calme. Donc, ça peut être une très bonne idée. Je dis quand même attention toujours à vérifier l'environnement, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit justement, où se situe finalement cet extérieur, s'il y a un boulevard qui passe juste à côté, qu'il y a des voitures tout le temps, enfin voilà, ce sera peut-être pas forcément le mieux. Et qu'il y a d'autres aussi comme enfants dans la classe, c'est-à-dire s'il y a un TDAH, lui pour le coup faire la classe peut-être dehors avec le petit papillon qui vole, avec la personne qui va passer sur le côté, ça peut être aussi contraignant. À voir en fait, à analyser l'environnement dans lequel on est, les stimulations qu'il y a autour, est-ce qu'il y a beaucoup de distracteurs ou pas, et en fait tout peut se faire à partir du moment où c'est mis en place de façon pensée et correcte. En réfléchissant à la personnalité de chaque enfant. C'est ça, parce que le but c'est pas non plus d'en aider un, mais pour que l'autre soit pénalisé. Ce qui est bien, encore une fois, avec ce principe de classe flexible, c'est que normalement, il y en a pour tous les goûts et pour tous les enfants. On va peut-être parler maintenant de ce qui fait aussi partie des hyper.
c'est le fameux HPI dont on entend beaucoup parler. Alors, on entend surtout beaucoup dire aujourd'hui, tous les enfants sont à haut potentiel. On n'entend plus parler que de ça. Or, il semblerait que, alors une fois de plus, les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais il n'y aurait pas plus de haut potentiel qu'avant. Toujours est-il que c'est pas non plus un diagnostic facile à poser. Non, pas du tout. D'autant plus que, en fait, pour être soi-disant au potentiel intellectuel, la plupart du temps, on passe un test qui s'appelle, alors, soit le WPPSI pour les moins de 6 ans, le WISC de 6 à 16 ans et 11 mois, on va dire, et le VAIS pour les adultes. Mais il faut se dire que ce test, en fait, il n'a pas été pensé pour mesurer l'intelligence, il a été pensé pour voir justement où étaient les difficultés d'apprentissage, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on va voir si un enfant a des difficultés d'apprentissage sur tel ou tel item, mais il ne va pas mesurer l'intelligence parce que déjà, qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Et il y a plein d'autres critères qui ne sont pas pris en compte, comme l'environnement, la personnalité. Alors on en parle un petit peu dans l'anamnèse du test, mais ce n'est pas ce qui va faire finalement le propre du test. Donc attention, oui, ça peut permettre de détecter un haut potentiel intellectuel, mais parfois, on peut passer au travers, parce que justement, ce test n'est pas fait pour la douance. Et comment on diagnostique vraiment cette douance, comme tu dis ? Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'en effet, étant donné que c'est le test là qui est censé le détecter, il y a aussi d'autres signes qui permettent de voir si un enfant est susceptible d'avoir un haut potentiel ou pas. C'est-à-dire que déjà, des bébés, c'est comme pour l'hypersensibilité, hein. On le voit. Ce sont des bébés qui vont scruter tout, qui vont avoir ce regard incroyablement perçant, qui vont vouloir tout décortiquer, analyser. Vous changez un objet de place, il va le voir, il va essayer de le remettre à sa place. Même bébé, hein, c'est assez impressionnant, c'est tellement drôle à voir. C'est absolument génial. Souvent, le vocabulaire, il vient aussi beaucoup plus tôt. Ils ont un vocabulaire très riche, très varié, relativement tôt quand même par rapport aux autres, ou parfois ça va être la motricité aussi, mais en tout cas, ils ont une certaine précocité dans certains domaines. Ce sont des enfants, pareil, quand il va y avoir par exemple la marche ou autre, qui parfois en fait vont avoir tellement besoin d'intellectualiser avant de faire, qu'ils vont refuser de faire tant qu'ils ne savent pas dans leur tête. Et alors c'est incroyable, parce que c'est comme ça qu'on va voir des enfants qui à 16, 17 mois ne marchent toujours pas. On commence à s'inquiéter, et en fait, pas du tout. Le bébé, il observe, il intellectualise, et quand il a enfin dans sa tête la certitude que c'est bon, il a compris, il va se lever, il va jamais tomber. Et c'est incroyable. Pareil pour la parole. Certains, ils parlent de mieux en mieux, mais certains, ils vont refuser de parler tant qu'ils ne sauront pas faire des phrases complètes, quasiment. Et c'est incroyable, du jour au lendemain, ce déclic qu'il va y avoir, c'est bon. Il se sent prêt. Mais surtout, pas d'échec. En fait, c'est ça. Ce qui va vraiment être très important aussi à voir auprès d'un enfant. Ce refus de l'échec, ce perfectionnisme. Et à l'école, ça va pouvoir mener justement à des angoisses terribles. Je veux pas avoir mauvaise note à mes contrôles, je veux pas être en échec, si je ne comprends pas, c'est que je suis nulle, c'est que je suis stupide. Parce que justement, en fait, ces capacités sont telles que s'il ne comprend pas du premier coup, ça va être très compliqué. Sans oublier le regard des fois que portent les autres sur lui, parce qu'on voit qu'il est très intelligent, qu'il réussit tout le temps. Donc là, hop, il a une mauvaise note, les moqueries qu'il va y avoir. Ah ouais, donc comme ça, ah ouais, tu vois, t'as une mauvaise note, tu vois, t'es pas si intelligent que ça. Et ça va être extrêmement difficile à gérer pour ces élèves à haut potentiel. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'ai régulièrement entendu parler de ça, je crois que c'est de la disharmonie, c'est-à-dire que un enfant, notamment effectivement précoce, enfin je sais pas si on dit précoce, HPI, bref, EIP, je sais plus ce que c'est, je sais qu'il y a non, c'est EPI, EIP, je sais plus ce que c'est, il y a plein de oui, il y a plein de termes. Oui, il y a plein de termes. Il y a beaucoup de termes qui va justement par exemple développer le langage et la compréhension, mais qui au niveau des affects, des émotions, va être moins performant, on va dire, ou moins en avance, et du coup ça va créer donc une disharmonie et donc des troubles anxieux ou d'agitation ou des choses comme ça. Oui, parce que ces enfants, donc notamment très petits comme ça, ils sont, au niveau de tout ce qui est conceptualisation, ils sont très en avance. C'est-à-dire que même des concepts, par exemple, comme la mort, ils vont le comprendre très très tôt. Ils vont être conscients très tôt, ils vont développer un humour noir. Par contre, émotionnellement, ils seront pas prêts. C'est-à-dire que leur cerveau sera aller plus vite, finalement, que la gestion émotionnelle de ces situations qui sont quand même extrêmement complexes et qui nécessitent une maturité aussi particulière.
Donc, en effet, ce sont des enfants qui souvent sont extrêmement angoissés et qui vont avoir besoin, mais viscéral, d'avoir des réponses à leurs questions. Et parfois, on peut pas leur donner de réponses. Parce que, déjà, ça peut dépendre des croyances aussi. Si on reparle de la mort, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort et qu'est-ce que devient ton corps et ton âme, c'est quoi? Et certains vont peut-être répondre par rapport à leur religion, d'autres, s'ils n'en ont pas, auront peut-être pas non plus de réponse. Enfin, peu importe. Mais ces enfants, on va pas forcément pouvoir leur donner de réponses et de réponses qu'ils comprennent. Et ça va les angoisser. Et comment on peut les aider quand même là-dedans? Ça va être quoi? Des lectures d'albums? Ça va être consulter? Alors, ça va être beaucoup de choses. Déjà, leur expliquer. Quoi qu'il se passe, les pourquoi, on essaye au maximum. Parce que sinon, justement, ils sont angoissés. Parfois, on peut leur dire, là, j'ai pas de réponse, mais si tu veux, on va aller à la bibliothèque, parce que ça peut être sur n'importe quelle thématique. Et parfois, on peut pas tout savoir sur tout, hein. Donc, on va aller à la bibliothèque, puis t'as raison, on va chercher, on va faire des petites recherches dessus, et puis on va essayer de trouver la réponse. Et ça les stimule déjà intellectuellement. Et tout en sachant que parfois, ce sont des enfants qui, autant quand ils ne sont pas intéressés, vous allez pouvoir parler tant que vous voulez, ils vont pas vous écouter, ils vont être dans la lune, ça va les ennuyer et il peut y avoir des problèmes de comportement derrière, notamment en classe, pour un HPI qui s'ennuie. Par contre, quand ils sont très très intéressés, ils peuvent aller vraiment jusqu'à l'obsession du domaine et faire des recherches jusqu'à savoir tout sur tout. Et après, ça va peut-être passer à autre chose. Mais ils pourront pas s'arrêter tant qu'ils sauront pas tout sur tout sur le domaine de prédilection. Ça peut être un signe aussi, justement. Oui. Un enfant qui s'intéresse à un domaine et qui, effectivement, est jusqu'au boutiste pour tout savoir sur ce qui l'intéresse. C'est vrai que ça se remarque, ça, de temps en temps. On en a déjà parlé dans un épisode précédent des sauts de classe. Nous, alors... On déconseille en général, mais plus par rapport aux classes d'âge, au fait qu'on a constaté que des enfants, quand ils grandissaient en ayant sauté une classe, voire deux parfois, peuvent connaître des problèmes, d'intégration, de socialisation et de maturité, effectivement. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que t'en penses quoi, en fait, des sauts de classe? Alors, en fait, tout va dépendre de l'enfant, déjà, de son degré de bien-être ou de mal-être, et puis où il en est au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on voit souvent, les enfants HPI vont souvent aller soit vers les plus jeunes, parce que justement, ils vont pouvoir un peu les surprotéger comme ça, ils vont se sentir bien avec, soit avec les plus âgés, parce que justement, ils auront les mêmes centres d'intérêt, alors que dans leur classe d'âge, des fois, c'est pas du tout ces mêmes centres d'intérêt. Donc, à voir vers quel profil plutôt ils tendent. Est-ce que émotionnellement, ils sont prêts aussi à sauter de classe? Si c'est pas le cas, il faut aussi, encore une fois, mettre des aménagements en classe pour eux. Et il y a des tas de façons, encore une fois, de mettre en place des choses pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur faire apprendre les mêmes choses que les autres, mais différemment. En variant les contextes, en leur demandant peut-être de faire plus d'expérimentation, en leur demandant de faire des exposés. En tout cas, en leur demandant de faire des choses qui, eux, vont les passionner, qui vont leur permettre d'avoir aussi cette pensée globale, parce que contrairement aux autres, en fait, leur spécificité, c'est qu'ils ont cette pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'ils vont penser à plein de choses à la fois, qui vont leur faire penser à d'autres choses et encore à d'autres choses comme une toile d'araignée, contrairement aux autres qui vont avoir une pensée plus linéaire. Et en fait, il va falloir en fait les aider à satisfaire ses besoins intellectuels et pas aller sur de la frustration. Et concrètement, en classe, comment est-ce qu'on peut aider ces enfants-là en tant qu'enseignant? Alors déjà, en faisant cette fameuse différenciation pédagogique, déjà, pour lui permettre d'exprimer tout son potentiel, de lutter contre la phobie scolaire, parce que souvent, en plus, ces élèves-là, comme justement ils sont très intelligents, on voit que pour certains, en fait, c'est pas du tout le même niveau que les autres, eux, ça les met mal à l'aise. Ils ont ce complexe de l'imposteur, donc en fait, ils vont rabaisser leurs capacités pour se mettre aussi au niveau des autres, ce qu'on appelle aussi l'effet Pygmalion négatif. Le problème, c'est que ça peut mener justement à une baisse d'estime de soi et à la phobie scolaire. Donc leur permettre vraiment d'exprimer tout leur potentiel, encore une fois, en faisant des exposés, par exemple, sur des sujets sur lesquels on est en train de travailler en classe, en faisant du tutorat aussi, peut-être, en lui permettant d'expliquer à un élève qui est un peu plus faible, toi, tu as réussi, tu as bien compris, essaye de lui expliquer aussi, parce que les rendre aussi responsables comme ça et puis permettre cette solidarité, ça peut être très intéressant, même pour l'élève en difficulté, parce que ce qu'explique l'enseignant avec ses propres mots, peut-être que venant d'un autre élève, ça peut aussi passer, mais de façon différente. Et puis de leur permettre finalement de ne pas s'ennuyer
en donnant peut-être aussi des exercices complémentaires si on voit qu'ils ont fini très vite, peut-être en donnant des exercices aussi plus compliqués si on voit que c'est vraiment trop facile pour eux, aller dans cette fameuse zone proximale de développement qui est je fais en sorte que l'élève ait du challenge, parce que sinon il va s'ennuyer, il peut y avoir des problèmes de comportement derrière, de mal-être et de phobie scolaire, pas qu'il soit non plus en difficulté, parce que là il est complètement coulé, et là c'est extrêmement anxiogène pour lui, mais cette fameuse zone proximale où il a ce défi, mais en même temps, il va y arriver. Quand tu parlais des enfants hypersensibles, tu expliquais qu'il fallait poser des mots, notamment, et expliquer à ses camarades, aux camarades de cet enfant hypersensible, que cet enfant était hypersensible, sans la stigmatiser, et expliquer comment on pouvait l'aider. Est-ce qu'il en est de même pour les enfants HPI ? Oui, alors en plus, ce qui est un peu compliqué avec le HPI, c'est on distingue en général 2 profils de HPI. Ceux qu'on appelle les laminaires, qui, eux, pour le coup, se fondent assez bien dans la masse. Ils arrivent à s'adapter, alors au prix d'énormes efforts, ce qui fait qu'après, ça finit par lâcher souvent un peu parce qu'ils se créent un faux self, ce fameux masque pour pouvoir en fait se fondre dans la masse. Et il y a ceux qu'on appelle les complexes, qui eux ont des personnalités, on va dire, un peu plus détonnantes et qui ont, au niveau des aspects sociaux, un peu plus de mal parce que les codes sont moins acquis et moins compris. Alors, on n'est pas que laminaire ou que complexe. On peut vraiment, c'est d'ailleurs très souvent, on a un peu des deux, dans des proportions différentes, mais en tout cas, on n'est jamais totalement l'un, totalement l'autre, a priori. Donc, en effet, déjà, en fonction de la personnalité de l'élève, les difficultés vont pas forcément être les mêmes. Après, quand on voit qu'on a un élève, justement, qui n'arrive pas du tout à s'adapter, à s'inclure dans le groupe, expliquer. Souvent, ces HPI, et notamment, justement, les complexes, on les taxe d'être arrogants, des monsieur ou madame je sais tout, parce que justement, en fait, ils y vont vraiment un peu cash, quoi. Ils aiment bien aussi un peu les coups d'éclat. Contrairement au laminaire qui va être beaucoup plus timide, beaucoup plus facile à vivre. Donc, c'est extrêmement important d'expliquer les codes, mais aux deux, parce que si justement on veut un mieux vivre ensemble, c'est il est comme ça, mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est sa façon d'être, mais c'est peut-être aussi pour te dire certaines choses, ou parce que justement, le pauvre, il s'en est tellement pris dans la tête que finalement, c'est son moyen de défense aussi. Et permettre aussi, à l'autre enfant qui n'est pas HPI ou autre, de dire, oui, mais moi, je suis pas comme ça, et il faut pas qu'il me parle comme ça, parce que justement, moi, je le prends mal, parce que je ne comprends pas sa façon. Donc, expliquer à l'élève intellectuellement précoce que, oui, mais attention, toi, quand tu parles comme ça, tu vois, ça fait du mal à l'autre, et puis il le prend mal. Donc, expliquer les codes comme ça aux uns et aux autres, déjà, ça peut apaiser les tensions de façon assez incroyable. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, donc sur les hyper, très intéressant, toutes ces informations. Merci à nos chères auditrices d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous écouter. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast, et on va écouter Samia faire une petite conclusion sur les hyper. Oui, donc de toute façon, même en règle générale, j'allais dire, on a parlé au tout début, dans le premier épisode, sur ces fameux besoins particuliers que tous les enfants étaient aussi un peu différents. Enfants, adultes, peu importe, j'allais dire. En fait, simplement, garder en tête que la différence peut être aussi une force et que c'est beau lorsqu'on se comprend les uns avec les autres. Donc, garder cette bienveillance, garder cette gentillesse et cette acceptation de l'autre. Et finalement, en fait, tout ira bien. Quel beau message. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Et merci à vous de m'avoir invitée.